RCF et Radio Notre-Dame, le débat du jour. Il est 9h10, le débat du jour avec Louis Dauphren. Et au sommaire ce matin, on parle de politique générale. Et oui, avec des exégètes de la politique que sont Guy Baret, Olivier Pognon et Olivier Durand-Mille, puisque Olivier Pognon, c'était son pseudo au Figaro, longtemps journaliste politique. Et puis Stéphane Vernet, qui est à Ouest France. Voilà, tous les trois vont commenter les grandes lignes et puis les petites lignes aussi, peut-être lire entre les lignes également, le discours de politique générale de Michel Barnier qui a duré 1h23 hier. Et à tout moment, vous pouvez réagir par mail direct @radionotre-dame.com pour nous dire ce que vous aussi, vous avez pensé de ce discours de politique générale. Qu'en attendiez-vous? Qu'avez-vous eu? Dites-le nous par mail direct @radionotre-dame.com. Alors, est-ce qu'on reste un peu sur sa fin? Est-ce que Michel Barnier a dit beaucoup de choses ou pas beaucoup de choses? Est-ce qu'il a donné des éléments à tout le monde? Est-ce qu'il a essayé de contenter tous les camps? Est-ce qu'il a été suffisamment exigeant avec la situation telle que la France doit y faire face? La réduction de notre dette budgétaire et de notre dette écologique, c'est principalement, enfin surtout la dette budgétaire, c'est une exigence avec des hausses d'impôts qui se profilent. Est-ce que c'est ça l'angle de sa politique générale et de son discours de politique générale? On soulignait ce matin déjà dans nos éditions que ça manquait un petit peu de relief et d'armature, de ossature. On va voir ce qu'en pense Olivier Durand-Mille, Guy Baret et Stéphane Vernet. Stéphane. Écoutez, Michel Barnier a dit qu'il a cité De Gaulle au début en disant qu'il fallait faire beaucoup avec peu. Et en réalité, il a dit très peu en parlant beaucoup. Donc c'était quand même... son discours était très charpenté, très structuré. Il a dit il y a 2 épées de Damoclès. Il a commencé par la dette climatique, la dette financière. 5 chantiers. 5 chantiers, une méthode. Et en fait, il a fait très très peu d'annonces. Il y a très très peu de concret. Donc tout le monde dit ce matin, c'était flou. Oui, c'était très flou. C'était mou. On lui reprochait son ton, l'espèce de... Enfin voilà, le côté un peu monocorde, c'était assez long. Mais il n'empêche qu'en réalité, moi je vois autre chose. Je vois un Premier ministre qui dit ce qu'il va faire et qui fait ce qu'il dit, au moins sur la méthode. Il dit, ma méthode, il parle de sa méthode. Il a une méthode, c'est écouter, dialoguer, respecter. Et en fait, c'est ce qu'il a fait hier. Il a dit, au lieu d'annoncer plein de choses, souvenez-vous du discours de politique générale de Gabriel Attal en début d'année. Son mantra, c'était agir, agir, agir. Michel Barnier, hier, il nous a dit écoutez, dialoguer, respecter. Et en fait, au lieu d'imposer des choses, parce qu'on peut légitimement lui reprocher de ne pas avoir été assez précis sur plein de choses, mais au lieu d'imposer, il dit beaucoup je vais dialoguer, on va réfléchir on va lancer une réflexion, Mais c'est l'art de ne rien faire alors. Oui, mais à l'arrivée, qu'est-ce qui se passe? Vous avez un Rassemblement national qui dit on ne va pas vous censurer tant que vous suivrez une politique qui nous conviendra. En gros, c'est ce que dit Marine Le Pen à la tribune. Elle dit voilà, on attend une grande loi sur l'immigration, une nouvelle loi sur l'immigration début 2025, mais en attendant, on ne censurera pas. Et du coup, sur le résultat, il y a ce flou et ce mou, ça c'est une évidence. Mais en même temps, il est là pour durer. Il dit qu'il veut rester 2 ans et demi. Et ça, il ne l'a pas raté. Donc, je ne dirais pas qu'il a réussi son discours de politique générale. Mais ce que je trouve, moi, c'est qu'il ne l'a pas raté. Je ne sais pas si c'est bien la nuance. On va voir si Guy Baret et Olivier Durand-Mille la saisissent. Alors, d'accord, pas d'accord, Guy Baret? La première impression que j'ai eue, justement, on parlait d'Attal, et c'est que, évidemment, Attal est très marré d'avoir son mandat interrompu. Mais je me dis que si Attal avait succédé à lui-même, je ne pense pas que le discours eût été très différent de celui de Barnier. Parce qu'il y a effectivement des inflexions, il y a des nuances, il y a des ajouts, etc. Mais il y a surtout un état des lieux. Voilà, il n'y a pas de rupture. Et si je pense qu'Attal aurait eu le même discours, c'est qu'il aurait tenu compte, comme Barnier, de l'état de l'opinion, traduit non seulement par les élections, par les sondages et par les propos que les uns et les autres tiennent dans le pays, sur l'insécurité et sur l'immigration. Alors ceux qui pensaient qu'il allait renverser la table, qu'il allait avoir une rupture, en sont pour leurs frais. Mais pouvait-il faire autrement? Parce que c'est un ministre de droite, mais il n'a pas une majorité de droite. Il n'a pas un gouvernement
et de droite. Il a ce gouvernement un peu hétéroclite à l'image de l'Assemblée nationale. Ce qui fait qu'il y a eu des inflexions, il y a eu des choses intéressantes, mais c'est vrai qu'il n'est pas entré dans les détails. Mais on suppose que sur tous les sujets qu'il a abordés, l'immigration, la justice, la résorption du déficit budgétaire, à son gouvernement, aux ministres qui sont en charge de ces secteurs, qui vont expliciter au fil des mois. Qui vont avancer leurs pions. Et des semaines. Mais donc alors, on ne sait... Mais ce que dit Stéphane Vernet, c'est qu'en fait, plutôt que de dire agir et de faire valoir une méthode, c'est de renvoyer en fait chacun déjà à sa propre attitude par rapport à la situation et donc de faire prévaloir la méthode peut-être sur le fond pour changer un petit peu l'attitude hostile qui l'environne. Oui, Est-ce mais que ça peut marcher? Oui, mais la méthode, on peut la définir dans les termes qu'il a définis, mais la méthode est au service d'un projet. Et le projet doit aboutir à des choses concrètes. Alors, tous les gouvernements parlent de dialogue, de concertation. Même Macron n'a fait que ça. Je veux dire, il a tous les états généraux sur l'écologie, sur la rencontre, etc., etc. Ça n'a pas abouti sur. Et il en parle peut-être un peu différemment, voilà, Michel Barnier. Écoutez, respectez, dialoguer. On se dirait un peu à l'église quand il parle avec ces mots. Comme vous dites, il en parle. Voilà. Alors, le dialogue, le respect. Je pense qu'il faut attendre de ça dans les semaines et les mois à venir. Il va nous annoncer un synode sur la synodalité bientôt. Voilà, il en parle, mais il l'a fait. Hier, il l'a fait, en fait. Il faut regarder la séquence jusqu'au bout. C'est-à-dire qu'après son expression, il y a 1 heure d'expression politique, mais il reprend la parole après. Et en fait, il répond de manière très individualisée à tous les chefs de groupe. Et à chaque fois, il fait mouche sur le... Il montre qu'il les a écoutés, il leur répond il parle de respect, etc. Et je pense que là-dessus, il est bon. Et puis, vous avez les partenaires sociaux, ce matin, qui ont réagi en disant... oui, sur ce qui a été annoncé, sur la reprise de la réforme des retraites, l'augmentation du SMIC, un certain nombre de mesures qui passent. Et le MEDEF aussi a réagi. C'est nouveau. Sur les retraites, il a parlé ni de retrait, ni de confirmation. Il y aura des aménagements à la marge, comme pour tout le reste. Olivier Durand-Mille. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été dites. On m'a un peu coupé l'herbe sous le pied. Je suis d'accord que les annonces, le contenu des annonces qu'il a faites sont décevantes sur le rétablissement des finances de l'État. Il n'a pas dit grand-chose, sinon une augmentation légère des impôts. Sécurité, il y a un certain nombre d'annonces, mais qui n'annoncent pas une rupture extraordinaire. Là-dessus, je crois qu'en effet... Macron a réussi en partie, Barnier a réussi en partie son passage au Parlement par en effet le changement de méthode. Il a annoncé, il se trouve qu'il a tiré le meilleur parti de la situation d'une extrême fragilité dans laquelle il se trouve. Il est jamais un Premier ministre, il l'a dit dès le début, jamais un Premier ministre de la Ve République ne s'est trouvé dans cette situation, sans majorité. Et donc il a dit, il faut changer de méthode. Et le changement de méthode, c'est tout simplement d'essayer d'obtenir la neutralité, l'état d'esprit favorable de la plus large partie des membres du Parlement. Changer les mentalités. Changer les mentalités. Et effectivement, alors tout ce qui a été dit tout à l'heure, le dialogue... mais au-delà des mots, ça peut marcher pour vous, Olivier Durand-Mille? Écoutez, on l'a vu dès hier. Donc ça fonctionne? Oui, pour le moment, ça fonctionne. On l'a vu dès hier, parce que Marine Le Pen, par exemple, a annoncé qu'elle... Près du micro, Olivier. Pardon. Marine Le Pen a annoncé qu'elle ne censurerait pas. Bon, c'est son intérêt. Elle n'a pas intérêt à renverser le gouvernement le plus vite possible. Mais au-delà de ça... Elle a parlé sur un ton très favorable. Elle a salué sa courtoisie, son respect de l'adversaire, disant c'est rare, ça vous honore. Tous les membres de son groupe ont écouté religieusement Barnier et ont applaudi souvent. Bon. Du côté de... Pas le cas de l'autre côté. De l'autre côté, c'était plus agité. Si, justement, du côté de la gauche, ils ont commencé par s'agiter un petit peu, puis ils se sont très vite calmés. Ils ont lancé des petites plaisanteries qui n'étaient pas très méchantes. Et il y a eu le changement d'atmosphère, si vous voulez, par rapport à ce qui se passait sous les gouvernements précédents, est radical. Donc tout ça est quand même très intéressant. Et je crois que avec le système qu'il a annoncé, qui est de donner beaucoup de possibilités de propositions de loi, d'élargir le champ, les possibilités de faire des propositions de loi à tous les partis possibles, je pense qu'il va pouvoir arriver à quelque chose. Par exemple, vous savez que Retailleau veut absolument rétablir
le projet de loi sur l'immigration qui avait été voté. Ce que demande Marine Le Pen. Ce que demande également Marine Le Pen. Et justement, Marine Le Pen, elle a posé des exigences, mais pas impossibles à réaliser. Elle demande simplement, effectivement, qu'on rétablisse ce projet de loi tel qu'il était sorti du Sénat et que le avant d'être censuré, avant la censure par le Conseil constitutionnel. Bon, ben, ça sera fait puisque. Alors justement, on va mettre ça en débat. Tiens, tenez, Olivier Duranville, vous poussez le bon bouchon, si on peut dire, puisque ça intéresse tout le monde. Oui. Stéphane Vernet, vous pensez que ce que nous dit Olivier, peut justement obtenir par une sorte de politique des petits pas et de la concertation à une réelle inflexion de la politique? Alors, moi, je suis totalement d'accord avec Olivier Duranville. Je pense qu'on fait la même analyse sur le changement de méthode et ce qui s'est vu hier, et je pense que ça peut marcher aussi. Mais sur alors, la proposition de faire des lois transpartisanes, c'est une très bonne idée. Et Michel Barnier, en fait, c'est la bonne personne pour ça. C'est-à-dire qu'on sent qu'il est capable, en fait, de tenir l'omelette par les deux bouts, de concilier les contraires. Et je pense que la séquence d'hier montre ça aussi en creux. Par contre, j'ai quand même un doute sur le fait qu'il va passer par le Parlement et par les lois pour continuer à réformer le pays. Il s'inscrit, vous avez raison, comme Guy Barret, vous avez raison de dire qu'il s'inscrit dans la continuité, la poursuite du macronisme. Ça, je pense que c'est une réalité aussi, dans une grande mesure. Qu'est-ce qu'il peut vraiment apporter de nouveau? Et surtout, qu'est-ce qu'il peut faire passer en termes de grandes réformes ou de grands changements par le Parlement? Eh bien, en réalité, je pense pas grand-chose. D'ailleurs, il n'y a pas de grandes réformes qui ont été mises sur la table dans son discours. Par contre, pas même la fin de vie, d'ailleurs. Mais non, alors, quand il parle de la fin de vie, il dit qu'on va reprendre le dialogue. Il ne dit pas qu'on va reprendre le travail parlementaire sur le sujet. Mais si vous voulez, je pense que ce qui se dessine, c'est effectivement une politique des petits pas et une avancée sur toutes sortes de dossiers qu'il a listé hier, mais plutôt par voie réglementaire, plutôt par ordonnance, plutôt par décret, et non pas par un... Ça ressemble à du 49.3 sans le dire. Non, ce ne sera pas du 49.3, c'est pas la même chose. Sans le dire. Non, mais on contourne. Oui, mais non, il y a le 49.3, c'est une disposition de la Constitution, etc. C'est une manière de gouverner par décret et ordonnance, c'est pas la même chose. Par contre, oui, si vous voulez, ça grille l'autorité du Parlement. Ça le court-circuite, on va dire. Voilà. Alors, d'accord, ça, c'est une option, Olivier Duranville et Guy Barret. Olivier, je suis tout à fait d'accord. Et d'ailleurs, il faut saluer la mémoire du général de Gaulle, car vous savez que sous la 4e République, le pouvoir parlementaire du gouvernement était quasiment nul. Et c'est la 5e République qui a institué, qui a encadré très strictement le domaine de la loi et qui a inscrit dans son article 37 que tout ce qui n'est pas du domaine de la loi est du domaine réglementaire. Le gouvernement a un pouvoir réglementaire important. Naturellement, pas dans tous les domaines. Pas dans le domaine de la sécurité, c'est-à-dire dans le domaine du traitement de la délinquance, des lois pénales, etc. Là, il y a très peu de marge de manœuvre. Mais il y en a dans l'éducation, dans la santé, dans la réforme administrative. Vous savez qu'il y a un ministre de la réforme administrative et il y a un travail considérable à faire sur ce sujet. Moi, j'entendais récemment parler, comment s'appelle-t-il enfin, un ancien candidat de LR à la présidence de la République qui est médecin. Je sais plus. Il n'y en a pas qu'un. Non, médecin peut-être pas, mais... Non, qui avait été à la primaire, comment s'appelle-t-il déjà? Bon, ça va me revenir. Eh bien... Philippe Juvin. Philippe Juvin. Eh bien, il expliquait ce que devait remplir un médecin quand quelqu'un s'est cassé la jambe. Ce qu'exige. Donc on attend le choc de simplification dont on avait déjà entendu parler il y a longtemps. Voilà. Donc il y a beaucoup de choses à faire par voie réglementaire, je suis tout à fait d'accord avec vous. Guy Barret. Alors, ce sur quoi... Le problème de la voie réglementaire, juste avant de vous donner la parole, Guy, c'est que on peut moins médiatiser, c'est moins spectaculaire. Il y a moins de dividendes politiques sur ce côté-là. Et puis, il peut avoir beaucoup de protestations de ceux qui, au Parlement, sont très attachés à la forme parlementaire et démocratique. Mais ce sur quoi il est attendu, et sur l'annonce qu'il a faite notamment, c'est la réduction du déficit budgétaire. Il nous l'a annoncé 5% en 2025, alors que nous serions actuellement en-delà de 6%. Et pour arriver à cette fin, on ne voit pas que les moyens, pour l'instant, sont adéquats. Il n'y a pas... On parlait de justice fiscale, etc. Il n'a pas corrigé la principale injustice fiscale qui est celle-ci, c'est que 10% des contribuables paient 75% de l'impôt. C'est quand même une certaine injustice fiscale. Alors, qu'est-ce qu'il a
qu'est-ce qu'il a annoncé là-dessus? Il y a le simple toujours tous les gouvernements, mes confrères qui sont là pourront certainement en témoigner, tous les gouvernements, dans un discours de ce genre, tous les chefs de gouvernement disent qu'ils vont faire la chasse à la fraude fiscale et à la fraude sociale depuis des décennies. Bon, alors de deux choses l'une, ou bien cette fraude, on ne peut pas la supprimer, ou alors elle renaît à chaque fois, mais c'est tout ça, la fin de cela, le but de cela, c'est de dire on va avoir 2 ou 3 milliards là pour compléter notre tableau. À part ça, il va s'en prendre à l'optimisation fiscale pour les plus riches, ce qui n'est pas directement augmenter leurs impôts. Mais je ne comprends pas comment, peut-être que quelqu'un doit m'expliquer comment on s'en prend à l'optimisation fiscale. Eh bien, l'optimisation fiscale, si vous voulez, qu'est-ce que c'est? C'est user avec beaucoup de subtilité, avec des experts, de toutes les failles de notre système des impôts qui est extrêmement complexe. Et c'est pour ça qu'il y a aussi des niches fiscales. Comme c'est très, très compliqué. Les journalistes en particulier. On fait des exemptions, on fait ceci. Bon, mais et pour taxer les grands groupes, il faut savoir que, prenons l'exemple typique de Total. Total fait 95% de son chiffre d'affaires à l'étranger. Et 80% des entreprises du CAC 40 font leurs bénéfices à l'étranger. Donc, si vous voulez, donc il n'y a pas beaucoup, comme dirait Bergeron, de grains à moudre là. Il n'y a pas beaucoup de chair sur l'os. Et comment arriver à ces 5%? Pour ce qui est de l'immigration, il n'y a pas non plus là-dessus. Alors, prenons les dossiers un par un, si vous voulez, là-dessus, sur cette question de justice fiscale. Stéphane Vernet, Olivier Durand-Miel, est-ce que finalement, on est condamné à des sortes d'expédients de palliatifs et à devoir réviser ses ambitions? Ouais, très vite, en fait, ce qu'annonce Michel Barnier, c'est 30 milliards d'économies, ou 30 milliards d'argent à trouver sur une année, d'accord? Mais où? Alors, 2 tiers de cette... il a dit hier, donc à la fin, dans les réponses au président de groupe, il dit, notamment à Gabriel Attal, il lui dit ce sera 2 tiers sur la dépense publique. C'est-à-dire il s'agit de réduire les dépenses des ministères, de l'État, il veut faire la chasse aux doublons. Alors effectivement, c'est des choses qui ont déjà été beaucoup dites, etc. Et ce qu'il propose comme exemple concret est dérisoire, puisque dans son discours, il évoque la fusion du Haut Commissariat au Plan et de France Stratégie. En termes d'économie, ça ne fera pas 30 milliards. Enfin, en tout cas, ça ne fera pas 2 tiers de 30 milliards. Donc il va falloir serrer les vis partout. D'accord. Et maintenant, moi, j'ai l'impression qu'il est déterminé à le faire. Et de toute façon, je pense qu'on n'a plus le choix. On ne peut pas laisser courir les déficits, notamment vis-à-vis des exigences européennes. Et puis le tiers restant, ce sera effectivement en taxant les entreprises qui font des profits, beaucoup de profits. Il parle d'une contribution exceptionnelle limitée dans le temps. Et il évoque en fait une mise à contribution des Français les plus riches. Sauf que là encore, il n'y a aucune précision. Donc à partir de quel moment on fait partie des Français les plus riches? Voilà. Là aussi, il y a du flou. Lesquels pourront passer la frontière en Belgique ou s'ils veulent échapper. Les 30 milliards à trouver, c'est considérable. Eh oui. Eh bien, on en continue dans le débat du jour. On va juste continuer dans après un instant. Une pause sur l'information. Vous pouvez continuer à réagir direct @radionotre-dame.com ou direct @rcf.fr. Alain qui dit que M. Barnier a bien du mérite de faire son discours dans un tel brouhaha. On parlera peut-être du charivari de certains élus qui avait lieu pendant le discours de politique générale hier. Ce sera juste après une courte pause pour revenir sur l'information. Et c'est le débat du jour qui se poursuit à 9h32. Louis Dauphren, on parle du discours de politique générale. Et oui, on continue d'analyser les grandes lignes, les propos, l'ambiance aussi de ce discours de politique générale avec donc nos 3 chroniqueurs. Tenez, puisqu'on parlait d'immigration, il y a quand même un contexte là-dessus qui est assez fort. Une pression qui s'exerce sur les esprits quand l'Assemblée nationale a observé une minute de silence hier après-midi, donc en hommage à Philippine, jeune étudiante tuée il y a 10 jours à Paris. La présidente Yaël Braun-Pivet exprime le soutien sincère de la représentation nationale à ses proches. Mais d'autres, du côté de LFI, on voulait aussi une minute de silence en hommage aux 2 Français tués au Liban, ce qui n'a pas eu lieu. Est-ce qu'on peut expliquer, décrypter cet événement dans l'événement? Stéphane Vernet, Olivier Durand-Miel, Guy Barret. Je crois que la tragédie de Philippine a suscité une telle émotion dans le pays que les représentants de la représentation nationale
ne pouvaient pas l'ignorer. Et donc, même ceux qui ont déploré qu'il n'y ait pas d'hommage ou de minutes de silence pour les Français morts au Liban devaient être en harmonie avec cette émotion. Cela étant dit, au-delà de l'émotion, bien entendu, ce sont des problèmes politiques et notamment qui sont liés à l'immigration. Et sur cette question, il n'a pas dit grand-chose, à savoir qu'on allait certainement augmenter le temps, enfin de la possibilité de garder des gens en centre de rétention. Et il a dit aussi, mais d'une façon très brève, qu'on allait rétablir le contrôle aux frontières. Mais il semble qu'il s'agisse non pas de contrôle systématique, mais plutôt aléatoire. Et il a donné l'exemple de l'Allemagne, entre autres. On nous donne toujours l'exemple de l'Allemagne. Je me souviens que Macron avait dit, et d'autres, au moment où Angela Merkel avait accueilli 1 million d'immigrés en disant regardez, voilà, ça se passe en Allemagne et il n'y a pas de drame, etc. Maintenant qu'on ferme les frontières, on dit regardez l'Allemagne, etc., qui fait exactement le contraire. Mais si tous les pays, et il y en a de plus en plus, ferment ou contrôlent leurs frontières dans l'espace Schengen, c'est-à-dire que l'espace Schengen de libre circulation va disparaître. Et effectivement, c'est un élément de lutte contre l'immigration clandestine. L'individu qui a agressé et tué Philippines venait de l'Espagne et on passe, grâce à Schengen, de l'espace de l'Espagne à la France très facilement, s'il y a des contrôles aux frontières. Le problème, c'est qu'on n'a pas les effectifs pour ça. Parce que Barnier s'est fait l'écho aussi de ce que les gens disent. Est-ce que l'omniprésence policière qui a empêché une explosion de la délinquance pendant les Jeux olympiques et paralympiques... il veut s'inspirer de ça. Est-ce qu'on ne pourrait pas le proroger? Il a dit oui, qu'il y songeait. Et puis en même temps, il veut aussi contrôler les frontières. Or, si on a pu obtenir ce résultat et cette mobilisation policière et gendarmesque, si j'ose, exceptionnelle, pendant les Jeux olympiques, c'est parce qu'on a rassemblé les effectifs, on a supprimé les congés, les congés payés, enfin les vacances, on a donné des primes, etc. Et ça n'est pas possible avec les effectifs qui, eux, n'augmentent pas. Et si en plus, il faut contrôler les frontières, c'est-à-dire, c'est toujours pareil, quand il annonce un certain nombre de choses, mais est-ce que les moyens peuvent suivre? Voilà. Stéphane Vernet, Olivier Durand-Mille, sur cette question de la minute de silence, de l'interprétation à donner. Olivier Durand-Mille. Oui, alors d'abord, je crois qu'il y a une différence très importante entre la mort malheureuse des 2 Français au Liban, qui sont ce qu'on appelle un dégât collatéral. C'est très regrettable, mais ça n'a absolument rien à voir avec le crime atroce qu'a subi Philippines. Et crime atroce qui se situe dans une série de plus en plus serrée et qui explique l'émotion nouvelle. Oui, on peut rajouter Kylian, 17 ans, qui a été poignardé à mort devant une boîte de nuit près de Bayeux. Bien entendu. On peut se souvenir du crime atroce subi par le petit Lola, etc. Bon, d'où l'émotion. On n'avait jamais vu jusqu'à présent extrêmement forte qui s'est manifestée dans toute la France et qui justifie cette minute de silence. Donc ça, je crois que c'est la première chose. Maintenant, sur les conditions dans lesquelles ce crime a été possible, rappelons tout de même que c'est en raison d'une législation extrêmement laxiste. Le juge de l'application des peines qui a libéré, en somme, qui a laissé sortir de cet centre de rétention l'auteur du crime, eh bien, n'a fait qu'appliquer les dispositions législatives et réglementaires en vigueur. Donc il faut les changer. Et là, il va falloir un peu de courage, je crois, parce que ça sort un peu du domaine, réglementaire. On entre dans le domaine législatif. Et donc voilà, alors par rapport à ce que vous disiez justement, Stéphane Vernet, par rapport à ce que dit Olivier Durand-Mille, est-ce qu'on n'achoppe pas, en fait, dès lors que ça devient sérieux, on est obligé de repasser devant la représentation nationale? Oui, pour un certain nombre de points, oui, effectivement. Et puis, mais je voudrais rebondir sur ce que disait Guy Barret sur effectivement, le volet sécurité. C'est un des grands de la sécurité au quotidien. C'est un des 5 grands chantiers évoqués par Michel Barnier. Et effectivement, il dit il faut qu'on mette des policiers et des gendarmes, comme pendant les Jeux Olympiques, mais partout, dans les villes et dans les villages.
Alors effectivement, ça pose une question fondamentale qui est celle des moyens, parce qu'on a 30 milliards d'euros à trouver, il faut faire des économies partout, et en même temps, là, il y a cette volonté en fait de remettre des forces de l'ordre en nombre sur la voie publique. Il y a une contradiction qui va être une équation qui va être difficile à résoudre. Sur les contrôles aux frontières, en réalité, ce qu'il dit, c'est qu'il veut les intensifier, parce qu'ils existent déjà, les contrôles aux frontières. C'est des contrôles aléatoires, etc. C'est pas le blocage de la frontière, en fait. Mais ça veut dire aussi plus de moyens, plus de gens sur le terrain. Donc voilà, il y a Ce sont les douanes qui ont le plus de pouvoir en la matière. Oui, non, mais bien sûr, c'est leur job. Mais ce que je veux dire par là, si vous voulez, c'est qu'il y a une contradiction dans le discours, entre un certain nombre d'éléments affichés et la nécessité de faire des économies sur la dépense publique partout et de manière massive. Donc on verra bien comment les choses vont être réglées. Et en réalité, la réponse à toutes ces questions, on ne les a pas eues hier au niveau du discours de politique générale. On les aura à partir du 10 octobre, sur tout le volet discussion autour du budget. C'est là qu'on aura des réponses très concrètes, chiffrées, quantifiées, au cours des 70 jours pendant lesquels le Parlement va devoir examiner tous les textes budgétaires, les débattre, les amender et les voter. On a l'impression qu'il y a une distribution de la parole sur l'immigration très nette entre Bruno Retailleau qui endosse l'image durcissement et puis Michel Barnier qui le laisse donc avancer tout seul, si on peut dire, sur ce front-là directement. Donc il y a eu un certain nombre de paroles sur, par exemple, le référendum sur la question de l'immigration. Est-ce qu'il en faut un ? Sur la question de l'état de droit aussi, il s'est prononcé de manière un petit peu étonnante, enfin singulière. Ça mérite d'être analysé en disant que l'état de droit n'était pas une chose sacrée. Alors certes, ce n'est pas sur cette antenne que je dirais le contraire. On ne va pas sacraliser l'État, mais il faut l'entendre, le décrypter, ça aussi, oui. Guy Barret. L'état de droit... c'est l'état du droit tel qu'il est. Et donc, il faut respecter les lois telles qu'elles sont dans l'état de droit. Mais effectivement, ça n'est pas intangible. Le droit dans un gouvernement, dans un État, procède des élus qui eux-mêmes procèdent du suffrage universel. Par conséquent, ce qu'une loi a fait, ce qu'un Parlement a fait, un autre peut le défaire. Il en a de même de la Constitution. On a voulu mettre le droit à l'avortement dans la Constitution pour qu'il soit inattaquable. Mais on peut aussi changer la Constitution. Depuis 1958, on a changé par ajout ou par suppression une vingtaine de fois. Et donc l'état de droit, c'est l'état du droit à un moment donné. Et aucune loi n'est gravée dans le marbre, sauf, et du point de vue catholique, la loi naturelle. La loi naturelle, c'est la loi, grosso modo, résumée dans le décalogue. Mais donc c'est la loi. Cette loi-là est intangible. Et parmi ces lois-là, il y a le tu ne tueras point que la loi sur l'euthanasie veut mettre en cause. Or, c'est précisément ces seules lois, cette loi naturelle, qui ne peut être mise en cause que les gouvernements successifs, libéraux ou socialistes, n'ont cessé de mettre en cause. Voilà. Mais donc, l'état de droit, de ce point de vue-là, le ministre de l'Intérieur a raison, il n'y a absolument rien de sacré. Bon, si on entend qu'on peut violer la loi actuelle, et évidemment, on ne le peut pas, donc il faut respecter l'état de droit, mais l'état de droit, c'est l'état du droit à un moment donné, en fonction de, vous voyez, bon, l'état de droit, par exemple, permettait la peine de mort jusqu'en 82, et ben l'état de droit maintenant ne le permet plus, mais nous sommes toujours dans l'état de droit. L'état de droit, c'est la démocratie, c'est le peuple souverain, voilà. A dit Bruno Retailleau, donc il y a une forme pas d'arbitraire, mais ça évolue avec le temps, selon les valeurs que se donne la société à un moment donné. Exactement, et je crois d'ailleurs que c'est un faux débat, et c'est un tabou. Oui, mais le dire, ça a l'air de laisser penser que... Non, mais on va y venir. C'est un chiffon qu'agite sans cesse la gauche pour empêcher les gens d'agir. Alors, je crois qu'il faut d'abord faire une correction sémantique. On écrit souvent l'état de droit avec un grand E. Mais l'état de droit, c'est... On met un grand E aux États. La France est un État avec un grand E. Les États-Unis sont un État avec un grand E. L'état de droit, c'est une situation, comme l'état de grâce, comme l'état d'urgence, comme l'état de guerre, etc. Ça prend un petit E. Normalement, ça devrait prendre un petit E. Et si on met un grand E, c'est justement pour sacraliser cette espèce de divinité à laquelle on n'a pas le droit de toucher. Or, là, je rejoins tout à fait ce qu'a dit Guy Barret. Bon, il y a l'état de droit, c'est quelque chose que personne ne remet en cause. C'est simplement le fait que
dans une démocratie comme la France, les gouvernements, le Parlement, toutes les institutions respectent les lois qui encadrent leur pouvoir. Mais alors pourquoi en parler? Il ne faut pas en parler, tout simplement. Personne ne remet ça en cause. Ce qu'on remet en cause, ce sont les lois, la législation, la jurisprudence qui peuvent évoluer, comme l'a dit très justement Guy Barret. Voilà, donc il faut pas... et alors simplement, Retailleau avait peut-être employé un mot maladroit en disant qu'il fallait changer l'état de droit, puisque l'état de droit... Non, il a dit l'état de droit n'est pas intangible, pas sacré, et au contraire, il protège notre démocratie. C'est ce qu'a dit Yaël Braun-Pivet pour lui répondre. Il avait dit ça. Mais après, il s'est corrigé. Il a dit que ce qu'il fallait changer, c'était l'état du droit, comme vient de le dire Guy Barret. Donc, il n'y a pas de débat, en fait. Très important. Pas de débat là-dessus, Stéphane Vernet? Si. Bon, en fait, moi, ce que je vois, c'est autre chose. C'est ce qu'il y a derrière les propos. C'est l'idée qu'en fait, par rapport au contrôle migratoire, au contrôle de l'immigration, il y a la volonté chez un certain nombre de gens, qui est très marquée au Rassemblement national, à droite, et peut-être pas que, c'est peut-être beaucoup plus large, mais il y a une volonté très marquée, en fait, de s'affranchir d'un certain nombre de règles, notamment au niveau du droit international, du droit européen, de la Constitution, pour pouvoir contrôler ou résoudre un certain nombre de points qu'on ne peut pas du fait de l'état du droit aujourd'hui. Et notamment, vous avez cette espèce d'incompréhension, parce que là, on parlait de Philippines tout à l'heure, mais il y a toute cette incompréhension autour des OQTF, donc des injonctions à quitter le territoire français, qui ne sont pas respectées, et le fait qu'on ne puisse pas, par exemple, renvoyer un certain nombre de personnes, expulser un certain nombre de personnes en situation irrégulière ou dont on ne veut plus en France, on ne peut pas les renvoyer dans leur pays d'origine tant que le pays en question ne délivre pas ce qu'on appelle un laissez-passer consulaire. C'est un serpent de mer, ça. Mais comment expliquer, justement, Stéphane Vernet, puisque vous venez sur ce dossier, la France a un record d'Europe là-dessus, 134 280 OQTF en 2022, selon la Cour des comptes. Mais le taux d'exécution des mesures d'éloignement est le plus bas de l'Union européenne, 7% contre près de 30%. Il y a 23 points d'écart entre nos voisins européens et nous. Comment l'expliquer? Parce que là, il y a une marge pour Michel Barnier quand même. Pas techniquement, mais je pense qu'à l'origine de tout ça, il y a une volonté politique. Est-ce que nos hommes politiques de gouvernements successifs sont plus intimidés en France par un certain, j'allais dire terrorisme, c'est pas vraiment un terrorisme, mais l'influence de la gauche, à la fois médiatique, politique, aussi en disant nous sommes la patrie des droits de l'homme, alors est-ce que l'on peut ceci, cela? Et on parlait justement dans ce domaine-là l'état de droit, mais les pays voisins vont jusqu'au bout des possibilités qu'on leur donne de mettre des gens expulsables dans centre de rétention. En France, on est en deçà de ce que permet l'Union européenne et le droit européen. Donc on ne va même pas jusqu'au bout, si vous voulez, des possibilités que nous offre le droit dans ce domaine. En plus, les pays qui refusent ou qui diffèrent de plus en plus les laissez-passer consulaires, ce sont des pays comme le Maroc est encore le plus coopératif, mais l'Algérie, où on continue à subventionner, à donner, je crois, 800 millions, à l'Algérie récemment. C'était dénoncé par l'Algérie, ce chiffre. Mais c'est un autre sujet. Donc, il faudrait avoir des mesures de représailles, à savoir, vous refusez les passeports consulaires à ceux qui sont, pour expulser ceux qui sont expulsables, alors, écoutez, nous limitons ou nous refusons les autorisations de venir en France, et à ce moment-là, les gouvernements, les citoyens de ces pays, notamment du Maghreb, mais pas seulement, seront en colère non pas contre la France, dans un premier temps, mais contre leur pays, leur gouvernement, qui a entraîné ces mesures de représailles. En outre, si vous voulez, si vous prenez par exemple l'Allemagne, eux, ce sont pas c'est beaucoup moins qu'en France de pays maghrébins, d'immigrés maghrébins ou africains, ou etc. Ce sont souvent des gens du pays de l'Est ou d'Afghanistan, et probablement que les autorités de ces pays sont plus coopératives que ceux vers qui, et effectivement, c'est normal que ce soit des pays maghrébins ou africains, puisqu'ils sont
souvent francophone, et puis c'est ce sont l'ancienne les pays, influence française. Oui, il y a une influence française. Mais là, à l'origine, c'est une volonté politique. Et je ne vois pas, si vous voulez, dans les propos de Michel Barnier, que cette volonté politique soit vraiment très affirmée. Il a dit qu'il allait proroger dans les centres de rétention la possibilité de garder les gens dans des centres de rétention. Et voilà, il dit qu'il faut sortir l'immigration de l'impasse idéologique où les uns et les autres l'ont mise. Oui, est-ce qu'on peut aborder la chose de manière... Est-ce que c'est un sujet qu'on peut aborder de manière dépassionnée? Une impasse idéologique. Une impasse idéologique. C'est ce que je viens de dire sur cette expression. Pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en France? Voilà, Alors, pourquoi est-ce qu'on n'y arrive pas en France? Je pose la question autrement. Stéphane Vernet, Guy Barret, Olivier Durand-Mille. Pourquoi est-ce qu'on n'arrive pas à aborder ce sujet de manière dépassionnée? Oui, alors je crois que, effectivement, on voit bien que Barnier avance, il marche sur des œufs, il avance d'une façon très prudente. Mais il a, comme je disais tout à l'heure, il me semble qu'il a bien commencé, et tout va dépendre, en réalité, de la façon dont l'opinion publique va accueillir la façon dont il se comporte. Si l'opinion publique le soutient, pour le moment, c'est le cas. Et si elle le soutient encore plus... Sauf que la popularité est basse, le sondage qui portait il y a... Alors peut-être qu'il a une dizaine de jours déjà, on l'a cité sur cette antenne. Pour un Premier ministre, c'était le plus bas de la Ve République en termes de code de popularité, Premier ministre et Président de la République. Ah bon, écoutez, tout mais de suite, après sa nomination, il était monté très haut. Sondage. On va voir. Peut-être que Pierruc peut nous le retrouver, le sondage chez Doxa, je crois. Il semble qu'il y ait quand même un mouvement assez favorable et la façon dont il s'est comporté hier devrait, à mon avis, le provoquer. Et s'il est soutenu par l'opinion publique, à ce moment-là, il pourra faire preuve de courage et d'initiative. Voilà, on a retrouvé un sondage qui date du 24 septembre. Oui. Sondage Odoxa Mascaret, Emmanuel Macron et Michel Barnier battent des records d'impopularité. Seuls 25% des personnes interrogées jugent qu'Emmanuel Macron est un bon président. Record absolu d'impopularité en 7 ans. Et le Premier ministre pointe à 39% d'opinion. C'est supérieur, mais... C'est pas si mal. Oui, mais c'est très bas par rapport à... 55% pour Édouard Philippe quand il était arrivé en mai 2017, 40% pour Jean Castex, 43% pour Elisabeth Borne, 48% pour Gabriel Attal. C'est nettement en dessous. C'est une popularité paradoxale pour Macron parce que plus c'était, plus sa cote monte. Alors donc il a intérêt, si vous voulez, à parler le moins possible. Alors est-ce que cette question des migrants, est-ce que le fait que le pape, à l'ouverture du synode, a défini un péché contre les migrants, est-ce que ça va compliquer les choses? Alors est-ce que le pape est écouté par les politiques français? Hier soir, veillée pénitentielle à Rome, où il y a eu un certain nombre de péchés pour lesquels le pape s'est confessé, notamment le péché contre l'immigration. Il y a aussi le péché contre le synode. On se confessera. Et bien justement, du synode, on parle, puisqu'on évoque ensemble ce discours de politique générale, on marche ensemble pour essayer de mieux comprendre, et on marche avec vous. Envoyez-nous vos réactions par mail direct@rcf.fr. J'en ai une un petit peu abrasive, une question posée par une personne qui nous écoute en ce moment. Faut-il que M. Barnier se lie les mains d'emblée sur l'avortement et le mariage pour tous? Parce que là-dessus, il n'y a pas, Stéphane Vernet, d'annonce particulière qui barrait... Il a répondu aux sommations d'Attal qui lui demandait, voilà... Il n'y a pas de débat en France. Il n'y a pas de débat. Là, là-dessus, il n'y a pas de débat. Il a dit qu'il ne toucherait pas, en fait. Il a dit qu'il ne reviendrait pas sur les lois sociales. La législation, c'est tout. Sur les sondages, c'est bizarre parce que... Juste... On parle là? Oui, allez-y. Vous bien parler, c'est fait pour ça. Ah bon? Non, juste après sa nomination, il était monté, dans les sondages de popularité, il était le plus populaire de tous, il était passé devant Attal. Donc on considérera la chose avec nuance. Oui, apparemment c'est très fluctuant, très volatile. Donc sur ces sujets, en tout cas, il se garde bien d'ouvrir un front sur des sujets qui peuvent ranimer des anciens conflits, enfin des conflits comme le mariage pour tous ou la question de l'IVG. C'est un peu normal qu'il ne la rallume pas vu c'est évident, ce qui s'est passé l'an dernier. Non, mais c'est évident, il n'a pas... On peut préciser que le taux d'avortement, quand même, le nombre d'avortements en France a atteint un record, 243 000 l'année dernière. Oui, non, mais mais c'est pas un sujet politique. Pour le moment, c'est pas un sujet politique. Il ne peut pas se lancer là-dedans, ou alors il est immédiatement dans une situation impossible. Même, je crois que même Marine Le Pen, même le RN est plutôt favorable au maintien de la législation actuelle. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un sujet politique alors en soi? C'est parce que ce que disait un autre chroniqueur ce matin, mais il n'y a pas tellement d'angles saillants dans ce discours de politique générale. Il y a un état des lieux, mais il n'y a pas vraiment
d'axes, d'objectifs, Stéphane Vernet? Qu'est-ce qui peut donner un peu de chair? Mais c'est-à-dire que Michel Barnier, en fait, sa difficulté, c'est de tenir dans la durée. Il veut rester 2 ans et demi, et il veut pas sauter dès le début de Il y l'année. croit veut pas vraiment sauter à l'été. Je sais pas, mais il est obligé de faire mine d'y croire, hein, parce que vous lancez pas dans une aventure comme ça en disant de toute façon, je serai plus là dans 15 jours, dans 2 mois, ça n'a pas de sens. Donc, et là, ce à quoi on insistait hier, si vous voulez, c'est que s'il n'y a pas d'angle saillant d'un point de vue politique, il n'y a pas de grande réforme, ce que je disais tout à l'heure, mais pourquoi? Parce que en fait, il est dans une position où il est là pour ménager la chèvre et le chou, et il le fait bien. Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que on a beaucoup parlé de l'ambiance, etc. Alors moi, j'y étais à l'Assemblée hier, etc. Je peux vous confirmer qu'effectivement, ça chahutait beaucoup dans les travées, mais il n'y avait qu'un seul groupe, qui huait, qui conspuait le Premier ministre tout au long de son propos. C'était la France Insoumise. C'était pas l'ensemble du nouveau Front Populaire, c'était juste la France Insoumise, donc une poignée de députés. C'était très limité. Il n'y a pas eu de colibet, il n'y a pas eu d'invective du côté du Rassemblement National. Alors on dit il n'a pas été beaucoup soutenu, applaudi, y compris par la majorité, etc. Mais il n'y a plus de majorité dans cette Assemblée. Et en fait, si vous regardez l'ensemble de la séquence, Michel Barnier, il réussit à se faire applaudir par tout le monde. Alors sur des sujets séparément, sur des sujets différents, à différents moments, mais en fait il a ménagé tout le monde. Il a donné des éléments positifs pour tout le monde. Même la France Insoumise à la fin l'applaudit quand il fait une digression sur le Moyen-Orient, qu'il évoque les victimes civiles palestiniennes, la nécessité de parvenir à un cessez-le-feu à Gaza, et tout le monde se lève, y compris les Insoumis, qui l'applaudissent. Donc compte tenu du contexte, je trouve que c'est un tour de force. Donc oui, il n'y a rien de saillant. Oui, il n'y a pas de grande réforme. Oui, il n'y a pas de très grands sujets politiques. Et en même temps, entre guillemets, parce que c'est une expression un peu galvaudée, que je ne devrais pas utiliser, mais il réussit en fait à tenir tout le monde. Et ça, dans le contexte actuel, je suis désolé, mais c'est un tour de force. Oui, mais je crains que pour lui, ça dure, que ça ne durera pas. Oui, parce que le véritable événement politique, le moment crucial, c'est le budget. Oui, oui. Et c'est le budget qui définit une politique. Et à ce moment-là, ce sera le contraire. Il n'y aura pas les applaudissements successifs de chaque groupe, mais au contraire, chacun des groupes ne sera pas satisfait par tel ou tel aspect de son budget, notamment quand il faudra trouver ces 30 milliards. Ça, donc, c'est des amputations, c'est des coupes sur un certain nombre de budgets, sans compter les lobbies qui sont toujours là pour protester contre ceci, contre cela. Et je suis moins optimiste que vous. C'est-à-dire que je pense que le budget, ça peut être une occasion de chute. C'est-à-dire que la conjonction des oppositions, notamment celle de la gauche et celle du Rassemblement national, si vraiment le Rassemblement national hésitera évidemment à voter la censure parce que ça ne correspond pas tout à fait au calendrier de Marine Le Pen, mais s'il y a des choses qui lui paraissent vraiment insupportables, elle le fera. Donc l'heure de vérité, ce n'était pas à mon avis tellement ce discours effectivement relativement consensuel, mais c'est dans, je ne sais plus, dans combien de temps, un mois peut-être, le vote ou le rejet du budget. Olivier Durand-Mille. Oui, moi je ne suis pas tellement d'accord parce que je crois qu'effectivement, c'est ce que vous avez dit, Marine Le Pen n'a pas intérêt à faire tomber le gouvernement. Elle a intérêt à le faire durer le plus longtemps possible parce qu'elle n'a pas intérêt à provoquer d'élections présidentielles. Et il en va de même pour beaucoup de macronistes, enfin ceux qui sont restés macronistes, parce que Macron n'a pas intérêt non plus à ce que l'élection présidentielle, qu'il y ait une élection. Enfin, il n'a pas intérêt à une chute du gouvernement qui le mettrait dans une situation impossible, qui finirait peut-être par l'obliger à démissionner. Bon. Donc je pense que ça va durer. Et quant effectivement aux exigences de Marine Le Pen, elle n'a pas posé trop d'exigences en matière budgétaire, elle en a posé surtout en matière sécuritaire. Et encore une fois, elle a parlé effectivement de la fameuse loi sur la sécurité qu'elle demande. Mais évidemment qu'il y a des implications budgétaires si on va aussi loin que ce qu'on a dit tout à l'heure. Il y aura des implications budgétaires. Donc moi je pense que c'est exact, il va essayer, il envisage de durer le plus longtemps possible. Et on va voir comment, encore une fois, quelle va être l'ambiance, quelle va être la réaction de l'opinion publique, quelle va être... Mais est-ce que ce n'est pas, c'est l'une de mes dernières questions, est-ce que ce n'est pas une nouvelle manière de faire de la politique, finalement, avoir des majorités au coup par coup,
d'avoir un socle commun pour Michel Barnier qui peut fluctuer selon les initiatives. Est-ce que ce n'est pas finalement souhaitable de rompre avec la logique un peu mécanique et connue d'avance que l'on avait auparavant, en particulier les logiques de groupe? Non, Stéphane Vernet, en 2 secondes. Écoutez, en 2 secondes, Elisabeth Borne avait beaucoup dit qu'elle allait gouverner comme ça, en allant chercher des majorités texte par texte. L'ancienne la majorité présidentielle a réussi à le faire sur certains points. Moi, ce que je vois, c'est autre chose. C'est que je pense qu'on sous-estime Michel Barnier, en fait. Il ne faut pas oublier qu'il a été le négociateur en chef du Brexit, qu'il avait les Anglais qui cherchaient à diviser l'entièreté de l'Union européenne, et il est allé chercher chacun des 27 États membres depuis les siècles. Ouais, et je pense qu'il peut nous surprendre, parce que je pense qu'il est capable de ça, en fait. Et ce sera le mot de la fin. Merci beaucoup à tous les trois, Guy Barret, Olivier Durand-Mille, Stéphane Vernet, merci. Louis Dauphren, merci à tous d'avoir suivi ce débat du jour et cette matinale. Merci à Pierre-Henri Paget qui l'a réalisé.